Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 16 décembre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous encore une fois et à l'instant, comme je vous l'avais prévu. On s'en va rejoindre Arius. Salut Arius, ça va bien? Bonsoir, JF, ça va super. Merci encore une fois pour l'invitation, JF. Ça fait grand plaisir. L'Impact de Montréal, Arius, qui l'emporte hier, victoire de 1-0, mais c'est une victoire insuffisante pour l'Impact qui, malheureusement, voit son tournoi de la Ligue des champions de la CONCACAF s'arrêter ici. Est-ce que l'Impact a perdu hier ou ils ont perdu au mois de mars? Moi, je crois qu'ils ont perdu hier. Ils ont eu la possibilité hier de surprendre une équipe Olympia que j'ai été bien surpris la façon qu'ils se sont présentés. La journée d'avant, tu parlais de la façon que tu pensais que l'Impact allait se présenter tactiquement face à l'Olympia. Et on a vu un Impact qui s'est présenté en 4-4-2. L'Impact, l'Olympia aussi qui s'est présenté en 4-4-2. Donc, on voit que l'Impact était venu pour empêcher le jeu rapide vers l'avant de l'Olympia parce qu'ils ont deux attaquants très rapides qui vont vraiment rapidement vers l'avant. Mais d'après moi, je crois que c'était un match qui était difficile à regarder parce que moi, je parle en tant que technicien. Il y avait beaucoup de déchets techniques au début du match. Tu voyais que l'Impact avait de la difficulté à mettre un momentum. Puis, bon, on voit avec toutes les difficultés qu'ils ont eues, ils ont quand même fini par aller chercher une victoire bien méritée, je pense, parce qu'ils se sont battus difficilement. Mais en deuxième demi, on a vu une équipe qui commençait à retrouver un peu leur fluidité, un peu de momentum, puis un Kyoto qui a eu plusieurs chances de marquer, un Rihanna qui a bien travaillé aussi. Donc, puis un beau but de Sejic que tu parlais, qui avait beaucoup de pression sur les épaules. Oui. Et puis, en même temps, qui a réussi quand même à mettre un beau but en dehors de la surface et puis pour permettre l'Impact de gagner 1-0. L'Impact s'est bien battu dans cette rencontre-là, on l'a dit. C'était long avant qu'il rentre dans le match. Je pense que dans les clés que j'avais identifiées pour que l'Impact gagne ce match, il fallait qu'il marque tôt dans le match. Ils n'ont pas réussi à le faire et c'est peut-être ce qui a fait là, qu'on n'a pas été chercher le deuxième but qu'il fallait pour passer. Mais quoi qu'il en soit, l'Impact s'est battu et j'ai l'impression qu'on a parlé de ça toute la saison. L'Impact s'est battu. Est-ce que c'est un objectif qui est suffisant pour évoluer en MLS, de se battre? J'ai l'impression que l'Impact a pas ce qu'il faut présentement pour dire on joue pour gagner. L'Impact, j'ai l'impression qu'ils se battent à tous les matchs. Encore une fois, JF, j'enlève pas le travail du staff technique, puis aussi je pense que Olivier Renard, ils ont un objectif derrière tout ça. Encore une fois, oui, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'à chaque match, l'Impact s'est battu. Il ne faudrait pas qu'à chaque match, l'Impact soit une équipe qui s'est battue. Il faudrait qu'éventuellement qu'on dise l'Impact, une équipe qui a mérité la victoire, qui a bien performé, et puis on voit que les jeunes continuent à grandir, et puis qu'on s'en va vers l'avant, puis on a une chance à court terme, je ne sais pas c'est quoi les objectifs, ou à long terme, c'est quoi les objectifs, d'atteindre un certain niveau ou d'atteindre une certaine statut. Là, je crois que hier, on a vu une équipe jeune qui s'est bien présentée, qui s'est battue. Puis ça, je suis d'accord avec ça parce que c'est une équipe jeune qui s'est présentée, qui s'est battue. Et avec les circonstances, ils ont quand même allé chercher la victoire, mais insuffisant pour permettre. Écoute, ils ont eu la chance de la mettre dedans à plusieurs reprises. À la fin, à plusieurs reprises pour finir le match.
Donc, encore là, on parlait de préparation mentale, on parlait de est-ce qu'on pense l'Impact avait qu'est-ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout. Bien, on a vu le résultat. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on a vu. Et si on compare le calibre un petit peu, je pense que la MLS est quand même plus élevée que le championnat hondurien, d'après moi. Donc, c'est sans dire une erreur de parcours, mais l'Impact de Montréal aurait dû être capable de prendre la mesure de CD Olympia, normalement. Mais si on regarde bien, moi, je vais te dire un peu les statistiques. JF, hier, l'Impact, selon les statistiques qui sont sorties sur Evangelista Sport, 64,5% du temps a eu possession du ballon. Ça, c'est bien. Et a eu 13 tirs au but, 5 cadrés, puis 6 corners. Puis 24 centres en phase offensive. Donc, on voit c'est une équipe qui a voulu, qui s'est battue, comme il a dit hier Thierry Henry dans son conférence de presse. Par contre, on regarde d'un autre côté, un Olympia qui a 35,5% de possession, a eu 17 centres, 7 corners, un tir cadré, 18 tirs au but. 18 chances de tirer au but. Donc, tu vois que c'est aussi une équipe qui était venue avec une certaine un désir de gagner. Oui, un désir de gagner, mais ils voulaient aussi protéger leur avance parce qu'on parlait de facteurs environnement, un terrain inconnu où ils ne voulaient pas prendre trop de risques, puis aussi des joueurs qu'ils n'ont pas joué contre dans le premier match. Donc, ils ne connaissaient pas tout le monde, en fait. Donc, tu voyais que c'était une équipe qui était venue, qui respectait quand même l'Impact. Et puis, l'Impact a quand même fini par porter la victoire. Mais, comme on dit encore, comme le titre le dit si bien, insuffisant pour passer à l'autre niveau. Exactement. Ceci étant, l'Impact doit se tourner vers la prochaine saison. Un Impact qui est très jeune, on le sait, une des formations les plus jeunes du circuit de la MLS présentement. Ça m'amène à parler des académies parce que je t'ai partagé, Arius, cette semaine un article où on parlait justement des académies, qu'il y avait très peu d'académies au Canada, très peu d'académies privées surtout. Je pense que le seul en CPL, je pense le FC Edmonton a sa propre académie. Mais sinon, les équipes de la MLS ont les leurs, mais très peu de joueurs aboutissent finalement en Ligue 1. Peut-être que les académies U23 vont venir changer la donne, mais je regardais quelques statistiques tantôt. Toronto FC ont 11, 12, 13, 14. Ils ont 19, à 19 reprises, ils ont mis des homegrowners comme titulaires cette saison. Seulement 6 pour l'Impact de Montréal et on en a une vingtaine pour les Whitecaps, qui est l'équipe qui a fait le plus, qui a le plus titularisé ses joueurs de l'interne. Donc, est-ce que les académies Arius, pour toi, c'est la voie de l'avenir? Écoute, tu poses une superbe question, surtout qu'on est en pleine restructuration du football canadien et tout, JF. Écoute, hier, on a vu un Jean Anis qui est monté sur le terrain. C'était super le fun. Ouais, c'était super le fun de voir. Puis je pense que c'était super promettant pour les jeunes au Québec qui y croient. Après, c'est ce qu'on veut faire selon la philosophie du club. Écoute, l'Impact de Montréal ont créé depuis 2010, l'académie a été créée. Aujourd'hui, on est en 2020. Il y a eu 47 joueurs qui ont passé au niveau professionnel, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Est-ce que c'est la réalité? Oui, c'est la réalité. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Moi, je crois oui qu'on peut faire mieux. Parce que dans tout le pays, tu parlais de Toronto FC, Vancouver Whitecaps et l'Impact de Montréal. Donc, dans tout le pays, il y a seulement 3 académies. Ou est-ce que tout le pays,
qu'il y a plus de 200 000, 300 000 joueurs qui ont une chance de passer à travers seulement 3 académies reconnues au niveau canadien. Bon, moi, je pense que c'est l'avenir. Parce que là, maintenant, il y a des académies privées qui ne sont pas reconnues, qui font aussi le travail. C'est ce que je voulais amener. Est-ce que les académies qu'on voit qui sont privées présentement, oui. je pense par exemple à l'Académie des Panthers, je pense à Fergus Brett avec Pro Foot, à Soccer 22. Oui. Ces académies-là, au moment où on se parle, n'ont pas de reconnaissance de la Fédération de soccer, je pense. Non, nous n'avons aucune reconnaissance de la Fédération de soccer parce que la Fédération de soccer est une fédération qui gère les organismes à but non lucratif. Donc, en fait, c'est des bénévoles versus nous qui sommes aujourd'hui des spécialistes dans la matière, des techniciens. On a un certain niveau de connaissance, de licence qu'on va rechercher aujourd'hui pour être capable d'aider le jeune à se développer. Donc, le club est géré par des bénévoles au niveau administratif qui définit un peu, avec l'aide de la fédération, les salaires des techniciens, puis les entraîneurs et tout, à partir du développement. À partir de là, c'est un peu difficile si le bénévole n'a pas beaucoup de connaissances footballistiquement parlant à aider à structurer un club, à mieux encadrer les jeunes pour que les jeunes se développent. Contrairement à une académie où est-ce que lui, le technicien qui est spécialisé ou passionné, qui est formé, qui est un ancien professionnel, selon son vécu ou son historique, et qui veut mettre un encadrement puis un programme de développement sur pied, ça devient un peu plus difficile pour lui parce que financièrement parlant, ça prend beaucoup de sous. Parce que les infrastructures aujourd'hui sont très, ça demande beaucoup de sous pour louer ces infrastructures-là et pour permettre aussi aux jeunes de se développer dans un environnement où ce qui peut bien travailler, où ce que l'entraîneur aussi peut bien travailler avec le jeune, et puis qu'on puisse permettre à chaque jeune de se développer et d'avoir éventuellement assez de jeunes qui s'épanouissent du système, puis éventuellement qu'une académie commence à placer des jeunes dans des grands clubs pour donner une visibilité. Aujourd'hui, si le Vancouver Whitecaps est placé numéro 1, comme tu disais dans tes statistiques, c'est le plus de joueurs, ben c'est pour une raison, parce qu'ils y croient à leur structure puis à leur philosophie. Donc aujourd'hui, on voit le résultat avec Davies. Ben oui, c'est clair. Ça donne des retombées. Ça donne des retombées qui permettent à ce que ce club-là peut rester en vie puis continuer à aider les académies et les jeunes. Une chose que les gens ne sont pas au courant, JF, mais ce n'est pas les meilleurs qui passent à travers les académies. Non. Ce n'est pas les meilleurs. C'est une question financière? C'est une question financière. Souvent. Puis une question parce que aujourd'hui, dans notre structure, comment qu'il est fait au Québec, ben, le sport-études coûte quand même assez cher. Tu le sais très bien, ton fils a fréquenté le sport-études. Ben, les meilleurs joueurs au Québec sont pas tout le temps, ils font pas tout le temps partie des familles qui sont aisées, qui sont capables avec 4 enfants à la maison, de payer à chaque année 1000 ou 1500 et plus par année pour un enfant pour se développer, comprenez-vous? Donc, ceux qui ont les moyens de le faire, ben, ça les permet de continuer à se développer. Mais la réalité, c'est que c'est moins de 2% des gens atteignent un niveau professionnel. Est-ce que, je sors un peu du cadre des académies, mais est-ce qu'une solution serait pas, à travers tout le Québec, de hausser un petit peu le coût des inscriptions au soccer récréatif à grandeur du Québec et que le soccer de développement, ce qu'on appelle le soccer de compétition,
devienne le même tarif, donc gratuit, mais qui soit sur invitation seulement. Donc, là, présentement, souvent, le parent qui veut faire jouer son jeune en soccer compétitif doit défrayer des frais supplémentaires pour l'inscrire à un camp de sélection, pour acheter l'équipement, mais est-ce qu'on devrait pas justement dire, nous, en tant que club, on va faire payer tout le monde, mais ça coûtera pas plus cher si t'es meilleur, que t'as le talent, on va te propulser. Je sais pas si ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution. Jeff, avant tout, il faut installer une culture footballistique. Le hockey, je prends le hockey toujours comme exemple parce que c'est notre exemple parfait. Au Québec, tout le monde connaît le hockey. Tout le monde sait c'est quoi le Canadien de Montréal. Tout le monde sait c'est qui les Canadiens de Montréal. OK? Au Québec, tout le monde ne connaît pas l'Impact de Montréal. Donc, non. L'Impact de Montréal, c'est supposé être notre référence au Québec. OK? Oui. Donc, à partir de là, si tout le monde ne connaît pas l'Impact de Montréal, on a une question à se poser. Pourquoi? Okay? Comment on va faire pour s'approcher des clubs amateurs et pour qu'on permette à ce que le plus de jeunes possible qui sortent de nos clubs amateurs atteignent ce niveau-là? Moi, c'est la première question que je dois me poser comme parent, que mon enfant me dit « je veux jouer au soccer ». Ouais. Après, l'autre question, c'est que, OK, qu'est-ce que ça peut amener à mon enfant, moi, de participer, de faire partie d'un club de soccer au Québec? Si on ferait le sondage, voir le nombre de parents qui te diraient « j'ai aucune idée, moi, qu'est-ce que ça peut amener à mon enfant », tu serais très surpris, JF. C'est sûr. Donc, aujourd'hui, on a un grand... Non seulement, oui, c'est vrai qu'on est parti de loin, parce que je prends mon exemple à moi qui a atteint le niveau professionnel en 1996. Je pourrais te dire, c'est pas Adon, c'est parce que j'avais un talent, puis j'aimais le ballon, puis il y avait aucune formation de coach que je connaissais, qui existait. Puis si un coach était entraîneur, c'est parce que il était passionné, il aimait ça, il voulait être là avec les enfants. Parce que tous les entraîneurs que j'ai eus, c'est parce qu'ils aimaient ça, parce qu'ils voulaient être là, puis parce que leur enfant faisait partie, puis je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui. Leur enfant faisait partie du club et tout. Donc, c'est difficile de dire qu'aujourd'hui, je vais rentrer dans un club et puis je sais que ce club-là va m'amener à un autre niveau. Donc, moi, c'est l'intérêt que j'ai en ce moment avec les académies. C'est parce que les gens qui amènent ces genres d'idées-là, de structures-là, on prend l'exemple de Forge, l'article qu'on s'est partagé. La plupart des joueurs arrivent de l'académie Sigma FC. Okay. Forge aujourd'hui qui est dans la CAN PL, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait à l'interne par l'entraîneur. Et je peux te dire son nom exactement. L'entraîneur Bobby Simeoniotis et son frère Costa, donc qui ont mis sur pied. Plusieurs joueurs ont passé par le Sigma FC, comme Marcel Zajac, Carl Baker et Chris Nanko. Donc, il y a un travail qui a été fait en privé par des professionnels et par des spécialistes du métier. C'est pas un club comme Beauport ou comme vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. C'est ça, c'est une académie privée qui est venue former ce talent-là. Et souvent, voilà. C'est ça. D'un côté, ces académies privées-là ont plus de ressources en matière de formation et d'enlignement, mais par contre, d'un autre côté, vu le manque de reconnaissance, ça devient lourd financièrement de supporter ces académies-là. Exactement, ça devient lourd financièrement de supporter ces académies-là. Et c'est pour ça aussi, des fois, je vous dis, Zlatan, il a fait un commentaire, lui qui a joué à l'AFC, puis il a dit, ça a dû coûter, moi, j'ai les moyens de le faire. Mais il m'a dit, ça coûtait presque 4 000, 5 000 $ par enfant pour qu'il joue au soccer. Il dit, c'est absurde. Je comprends, ça n'a pas de sens.
Donc, il faut que le gouvernement et les gens qui sont impliqués dans le foot au Québec et au Canada prennent les bonnes décisions pour pouvoir aider les gens comme nous qui veulent mettre des académies sur pied et puis qui veulent aider les clubs. Mais je pense que Soccer Canada et Soccer Québec, en ce moment, je pense qu'ils sont ouverts à ça. Ils s'en vont dans la bonne direction. Ils s'en vont dans la bonne direction. Ils sont ouverts à ça. Et parce qu'on le voit en Ontario, qu'il y a une ligue académie qui fonctionne très bien. Et puis, Ontario Soccer, eux, ils ont accepté les académies. Donc, il y a un pas vers l'avant déjà. Donc, si le Québec peut regarder un peu ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qu'il fait ailleurs, ben peut-être éventuellement ils pourront ouvrir les portes puis qu'on pourrait s'asseoir sur la table puis en discuter. Est-ce que le fait que on aille au Québec pas une académie mais une agence qui est fraîchement formée, Obélix, avec des journalistes connus du milieu qui ont lancé Obélix, qui signent des joueurs québécois et qui réussit à les propulser, comme là on a eu plusieurs signatures de Obélix avec l'Impact de Montréal justement. Donc est-ce que ça aide aussi à ce que les jeunes disent moi c'est ça que je veux faire, de voir des assis qui foulent le terrain, lui qui vient de Beauport à 16 ans sur le terrain de la MLS. Est-ce que c'est assez ça aussi pour convaincre les jeunes de dire regarde, moi c'est vers là que je veux aller? Bien sûr, parce que comme je t'ai dit, en 1996, quand moi j'ai eu la possibilité de signer pro, j'aurais jamais imaginé que à 18 ans, j'aurais signé pro. Non, aujourd'hui, il y a l'Impact de Montréal, il y a les académies un peu partout, il y a les réseaux sociaux, donc il y a tous les montages de vidéos qu'on peut faire sur un jeune aujourd'hui pour les vendre. Moi, dans mon temps, il n'y avait pas de vidéo, c'était présente-toi, puis je veux voir qu'est-ce que tu es capable de faire, puis on va te prendre si ça fonctionne. Ouais, donc c'était comme ça. C'était comme ça. Est-ce qu'aux États-Unis, la donne est différente? Je sais que par ici dans la région, il y a plusieurs jeunes qui ont été au Vermont où justement il y a une académie. Est-ce que c'est plus facile d'évoluer, de faire évoluer une académie du côté des États-Unis? Oui, parce qu'aux États-Unis, The American Dream, il est là, hein, c'est possible. Donc, on regarde aujourd'hui, on va prendre la MLS là. Oui, vas-y, Jeff. Oui. Est-ce que c'est le bassin de population qui fait que c'est plus facile? Oui. Le bassin de population fait que c'est plus facile. Donc, encore une fois, dans l'article qu'on s'est partagé, ça en discute. Le pays est énorme, mais il y a trop de joueurs qui passent à travers du système qui ne réussissent pas à cause du manque de ressources ou manque de formation ou manque d'encadrement ou même n'a pas le service qu'il a besoin d'un club en nécessaire. Non, c'est ça, parce que nous, ici, juste pour expliquer aux auditeurs, on a joué longtemps dans la région au soccer avec la Ligue Nord-Est. Où à la fédération, on pensait que Rivière-du-Loup et Bécomo, c'était proche. Mais quand on allait jouer à, par exemple, Bécomo, Sept-Îles, on voyait des bons jeunes joueurs là, immergés de ces clubs-là, mais ils ont aucune ressource. Sept-Îles, là, c'est comme à l'autre bout du monde pour sans dire pour la fédération, mais pour beaucoup d'acteurs du soccer. Et je suis pas sûr que il y a pas des jeunes talents, que ce soit à Sept-Îles, à Desjolies, on peut aller par l'autre côté en Beauce ou quelque chose comme ça, qui passe dans les mailles du système, justement parce qu'on n'a pas les ressources pour scouter ces talents-là et les identifier. Écoute, quand j'ai pris le mandat de venir dans l'Est du Québec, c'était mon challenge. Mon challenge, je me suis dit, le ballon est rond pour tout le monde et puis il n'y en a pas de frontières pour le foot. Non, c'est sûr. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Oui, c'est sûr. En tant que, parce que en tant que technicien, puis moi, j'ai eu la possibilité de voyager beaucoup à travers le monde à cause du foot et ça m'a resté parce que partout où est-ce que je suis passé, que le monde a une connaissance du football. Parce que c'est un sport international. Un sport que
chaque petit garçon ou petite fille qui ont la possibilité de jouer au soccer dans la rue vont jouer au soccer dans la rue. Puis moi, j'ai développé mon foot techniquement à la base dans la rue. Donc, à force de jouer, j'ai répété plusieurs gestes et joué avec les plus vieux, mais ça m'a permis de me développer physiquement et techniquement. Après, il me manquait d'autres ressources pour devenir un joueur complet. Éventuellement, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont aidé dans mon développement en tant que joueur, mais j'ai pas eu aujourd'hui ce que les jeunes ont. Le sport-études, l'encadrement au niveau la nutrition, comment se comporter, théorique, analyse de match, tout ça aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup d'outils aujourd'hui que moi, JF, j'ai pas eu moi dans mon temps. Ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, on a fait un grand pas d'avance à ce niveau-là. Maintenant, c'est sur le terrain. Il faut que ça transpire sur le terrain. Ouais, sur le terrain. Et puis être capable aussi que tous les clubs à travers les Québec, aujourd'hui, on voit la liste des noms des clubs qui ont une licence reconnue, soit être capable d'être en mesure de nous permettre, d'un jeune permettre d'arriver au sommet. Puis là encore, parce que là, c'est seulement 7 clubs présentement qui ont eu cette reconnaissance nationale. On sait que le programme de reconnaissance des clubs va former des clubs sur 3 niveaux, donc reconnaissance nationale, régionale et disons locale, là, si on veut pas mêler les auditeurs. Et il y a 7 clubs, donc AS Blainville, Chaudière-Ouest, Beauport, Pierrefonds, Saint-Hubert, Longueuil et Monteuil. Donc c'est pas nécessairement les clubs qui forment présentement les meilleurs talents, mais c'est les clubs qui ont la meilleure organisation. Donc ça se peut qu'on laisse encore des jeunes aller entre les mailles, là, malgré ces 7 clubs qui atteignent le sommet. Voilà. Puis quand on regarde au niveau du développement JF, quelque chose que les gens regardent pas souvent, les gens regardent souvent les résultats. Puis si on regarde AS Blainville, Chaudière-Ouest, Soccer Beauport, Pierrefonds, Saint-Hubert, Longueuil, Monteuil, c'est souvent ces clubs-là qu'on entend parler quand on parle de championnat canadien, Coupe du Québec et tout. Donc, on parle des régions où est-ce que la population est un peu plus que les autres. Oui, c'est sûr. Qui fait que, techniquement parlant, ça devient des clubs que... ils ont un plus gros bassin. Ils ont un plus gros bassin de joueurs. Donc, ils peuvent se permettre d'atteindre un certain niveau. Après, je néglige pas non plus... je nie pas non plus du gros travail qui a été fait dans certains clubs. Beauport, on regarde aujourd'hui, Beauport... Moi, je vous le dis, il y a quelques années, quand je venais à Québec, les matchs finissaient après 20 minutes. Montréal-Québec, 2 heures d'ici, les matchs finissaient après 20 minutes. Aujourd'hui, on peut dire que Québec a fait un énorme avance. Et puis, dans la structure du football, puis qui fait énormément, qui a un gros rôle à jouer aussi dans le développement du football québécois. Oui, c'est clair. Avec Samir Grib qui est là, je pense, comme DT, qui est impliqué auprès de l'Université Laval aussi, le Rouge et Or. Donc, voilà. Ils ont la belle structure à Québec. Je pense que c'est définitivement Beauport. Chaudière-Ouest se démarque également, mais je pense qu'à Beauport, on a mis en place ce qu'il fallait pour créer quelque chose. Puis c'est pas pour rien qu'on entend spéculer là que il y a peut-être des projets à Beauport en PLSQ ou encore en CPL. Ouais. Moi, c'est l'autre étape. Parce que, regarde, oui, c'est beau, on a maintenant une licence nationale, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut offrir à un jeune de Québec que l'Impact ne veut pas? Ou que l'Académie U23, l'Impact ne peut pas lui offrir quelque chose d'autre? Il faut un tremplin. Que ce jeune-là n'a pas besoin de quitter le Québec pour aller ailleurs pour réussir. Parce que souvent, c'est ça qui s'est passé. Si on regarde des joueurs comme, par exemple, Samuel Piette, je suis pas certain que s'il aurait resté toujours au Québec, il serait avec l'Impact aujourd'hui. Il serait avec l'Impact aujourd'hui. Comprenez-vous?
Donc, c'est souvent que les joueurs ont besoin d'aller de se développer ailleurs, puis après revenir. Le rôle de l'académie, l'Impact, pour moi, je vais développer le plus de joueurs possible, puis de les mettre au plus haut niveau international possible pour avoir des retombées, pour pas que j'ai des pertes de 11 millions de dollars par année. C'est exactement ça, ben oui. Forme-les, vends-les. Ça devrait être le rôle. Voilà, exactement. Donc, je pense que c'est ça que tout petit club international font en Europe. On regarde un Ajax, oui, la Juve, qui avait 8 joueurs de l'académie. Ils ont perdu en demi-finale de la Ligue des Champions, je pense qu'il y a quelques années. Donc, ces joueurs-là qui ont été vendus après, on regarde la Juve aujourd'hui, qui grandit, puis on regarde beaucoup d'autres clubs dans le monde, ben, ils font un travail énorme à garder leur club en vie parce que, à la base, leur objectif, c'est de développer le plus de joueurs possible. Puis je pense que à ce côté-là, je pense que l'Impact a manqué un peu dans les 10 dernières années, ils ont manqué un peu leur travail. Moi, personnellement, qui étais impliqué beaucoup dans le développement du foot, je peux te dire que quand ils ont commencé le pré-académie, j'étais impliqué personnellement parce que ils étaient dans ma région, puis j'ai permis à ce que l'Impact joue dans la région de Bourassa. Donc, j'ai permis à ce que plusieurs joueurs des clubs de Bourassa aillent rejoindre l'Impact pour leur donner un plus. Ça devrait être notre rôle comme technicien. À chaque fois qu'on voit que le jeune peut atteindre un autre niveau, de le pousser à l'autre niveau. Parce que l'Impact, je pense que structurellement, il y a eu un vide au cours des dernières années, des premières années. Puis je pense qu'on a tenté de vendre l'Impact aux Québécois plus que de développer l'Impact de Montréal. Et moi, je me souviens très bien parce que j'habitais à Québec à l'époque. On envoyait mon plus vieux, Cédric, à l'Académie de l'Impact qui venait en région. Et là, on se disait, ça va être merveilleux, il va apprendre avec Nick DeSantis, mais finalement, c'était le même camp que si je les aurais envoyés là une journée récréative scolaire. La seule différence, c'est qu'il y avait un joueur de l'Impact qui était là puis qui signait des ballons. Mais ça coûtait 125$ de plus. Mais c'est là qu'il fallait que l'Impact profite de cette fenêtre-là pour étendre ses tentacules un peu partout puis dire, oh, le jeune-là, il se démarque déjà du lot, on va le suivre. Mais ce travail-là, il a manqué dans le passé. Il a manqué dans le passé. Puis si je te pose la question aujourd'hui, JF, combien de joueurs, on parle seulement à partir de Chaudière jusqu'à le Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. Combien de joueurs qui ont fait partie de l'Académie de l'Impact? Il doit en avoir, on le sait pas, mais je dirais 3-4. Donc, moi, je crois qu'aucun qui vient du Bas-Saint-Laurent ou qui vient de la Gaspésie. Donc, tu sais, je crois qu'il y en a pas eu aucun. Anthony Audelavoie sur... Anthony Audelavoie, excuse-moi, oui, tu as très raison. Il y a Anthony Audelavoie est le seul qui est resté 1 an et puis après, qui est retourné à la maison et puis qui n'a pas eu la chance vraiment parce qu'il s'est blessé. De s'exprimer, c'est ça. Et c'est s'exprimer, voilà. Donc, à partir de là, un joueur sur tout ce qu'on a comme joueur de foot dans les 10 dernières années, je me dis, est-ce que vraiment on est proche de l'Impact à ce point-là? Est-ce que vraiment les gens qui jouent au foot puis qui veulent un jour que leur fils aimerait un jour atteindre ce niveau-là est assez proche de l'Impact? Non, c'est ça. Connaît la structure de l'Impact. Donc, avec la venue de Patrick Leduc, je pense que ça pourrait permettre à ce que, parce que c'est quelqu'un qui a été élevé au Québec, qui connaît le football québécois, peut permettre à ce que l'Impact atteigne un certain sommet au niveau de relations avec le football amateur puis le football professionnel, parce qu'il a été élevé dans cette structure-là lui-même. Mais je crois qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Un gros travail. Puis la prochaine étape, là, est-ce que c'est de ramasser les joueurs de
qui ont connu du succès puis qui sont des visages connus des Québécois justement pour développer le soccer au Québec. Tu sais, est-ce que l'avenir du soccer passe par par exemple, Samuel Piette éventuellement qui va prendre sa retraite, qui va demeurer dans le soccer, des Anthony Jackson-Hamel qui pourraient être quand même une figure importante pour l'Impact au niveau relationnel avec les jeunes. Je pense qu'il pourrait avoir une certaine attraction s'il devait se retirer du soccer, de dire nous, on aimerait ça de garder pour tisser des liens avec la communauté. Je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait le faire. Et l'avenir du soccer passe justement par des gens qui ont du vécu dans le foot. Des Patrice Bernier, Pat Leduc. En général, voilà. Rien à enlever aux bénévoles. Puis moi, je lève mon chapeau. Rien à enlever aux bénévoles. Je lève mon chapeau aux bénévoles qui donnent leur temps et qui se consacrent jour et nuit. Il en faut. Ces gens-là sont importants dans le système. Ils sont importants. Il en faut. OK? Mais par contre, il faut aussi laisser la place à des gens qui connaissent le foot puis qui doivent être capables de permettre aux jeunes joueurs québécois d'Iquois, Moi, personnellement, quand je suis sur le terrain avec les jeunes, je leur dis, écoute, moi, j'ai eu ce vécu-là. Voici, je suis capable de leur transmettre ce vécu-là, je suis capable de leur dire. Voilà. Donc, on devient plus proche au niveau du développement, puis au niveau de la relation du sport qu'on parle. Donc, à partir de là, je pense que le jeune peut être déjà mieux encadré, mieux structuré, mieux dirigé, avec les bonnes intentions aussi. Aussi, il y a quelque chose qui est important dans tout le développement des jeunes, Jean-François, puis moi j'ai toujours été, il faut être très honnête avec les jeunes. Donc, si un jeune a le talent d'atteindre un certain niveau, il faut le pousser. Oui, il faut le pousser. Si le jeune n'a pas le talent qu'il faut pour atteindre un certain niveau, mais il faut être capable aussi de le diriger vers le bon niveau. Ben oui, donc, c'est sûr. Tout ça fait partie de notre devoir, de notre responsabilité. Puis revenir aux 7 clubs qui sont au sommet au Québec, ben ça va être leur responsabilité aujourd'hui de mieux former leurs éducateurs pour permettre de mieux développer les jeunes et aussi que les jeunes soient mieux encadrés et puis qu'on puisse diriger les jeunes vers le bon endroit parce qu'il y en a pour tous les niveaux. Moi, je dis toujours qu'il y en a pour tous les niveaux. Ben oui, c'est sûr. Surtout avec le programme de reconnaissance des clubs, avec la PLSQ qui commence à s'implanter un petit peu partout. C'était difficile cette année avec la pandémie, c'est sûr. Avec la CPL qui, fort possiblement, devrait arriver dans 2-3 marchés au Québec, peut-être au Nouveau-Brunswick également. Donc ça, c'est une bonne nouvelle dans le futur. Bref, le soccer est en santé, là. Le soccer est en santé côté... moi, je pense que oui, le soccer est en santé côté membres et tout. Bon, avec la pandémie, ça n'a pas aidé beaucoup. Mais je peux te dire aussi qu'il y a beaucoup de clubs qui vont faire face un peu à des situations financières difficiles parce que, bon, moins d'inscriptions et tout ça. Ben, une fois que les est réglé au niveau de la pandémie, je crois que les membres vont revenir à leur club habituel, je crois aussi. Par contre, il y a un travail à faire auprès des clubs. T'sais, encore là, on parlait encore du développement des joueurs. Et est-ce que les clubs font le travail? Est-ce que les académies, c'est l'avenir et tout? Mais il y a aussi en dehors du terrain qui est très important. Mais oui, parce que il faut bâtir non pas juste des joueurs de soccer, il faut bâtir des athlètes avec le mindset que ça prend, avec l'hygiène de santé de vie que ça prend. C'est pas tout d'être capable de pousser le ballon. Faut être capable de gérer son style de vie en égard de dire, moi, si je veux aller pro, j'ai une démarche à suivre, j'ai un plan d'entraînement, faut que je m'alimente comme il faut que je sois en santé, faut que je travaille fort. Et il y a tout ça à développer aussi, là. Il y a tout ça à développer parce qu'aujourd'hui, dis-toi, là, quel effet que ça va avoir sur beaucoup de jeunes ou beaucoup de clubs qui sont non structurés ou est-ce que c'est seulement un papa ou un maman qui entraînait ces jeunes-là qui n'ont aucune idée qu'est-ce que ça prend pour rester en forme.
C'est ça, Qu'est-ce que ça exactement. prend pour rester? C'est ça. Donc, en fait, chaque club ont une responsabilité, chaque directeur qui ont les moyens de payer un directeur technique, de garder ces jeunes-là motivés, parce que ça prend pas grand-chose aujourd'hui avec notre génération, avec les tablettes et puis les consoles de jeu et tout, pour que le jeune soit dirigé vers autre chose. Donc, on a un travail énorme à faire malgré la progression, puis le nombre de jeunes qui jouent au soccer, puis les nombres de clubs maintenant qu'il y a au Québec. On a un travail énorme à faire pour le développement de nos jeunes. Une statistique, rapidement comme ça, Oui. je vais te dire une statistique. Sur 19 régions au Québec, OK, il y a 1, 2, 3, 4, 5 régions qu'il y a 7 clubs qui sont reconnus nationalement. Donc, on a un travail à faire. Ben oui, c'est sûr. Laval, Rive-Sud, Laurentides, Québec, Lac-Saint-Louis. Lac-Saint-Louis, 1 club. Québec, 2 clubs. Laurentides, 1 club. Rive-Sud, 2 clubs. Et Laval, 1 club. Ouais. Donc, il y a un travail à faire. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Puis, c'est là que viennent les académies. Parce que la MLS a restructuré complètement. Parce qu'ils ont vu dans les dernières années, depuis que la MLS existe, qu'il y avait un travail à faire. Parce que l'équipe nationale a manqué la Coupe du Monde. Hein? Ben oui. Il y a un réinvestissement qui a été fait. Donc, aujourd'hui, la MLS a compris que même les clubs amateurs doivent avoir la possibilité de participer dans les championnats d'académie qui sont reconnus par la MLS. Puis là, il semble en avoir plein qui poussent. Là. Je vois Mathieu qui nous met des commentaires sur YouTube. L'Académie Samuel Piette à Repentigny, l'Académie Antonio Ribeiro, qui est un ancien joueur MLS du côté de Laval, qui lui travaille avec plusieurs. Ouais, qui travaille avec plusieurs clubs dans la province, exactement. Exactement. Puis je pense qu'il y a beaucoup de contacts également, beaucoup de liens avec des universités anglophones, Anthony Ribeiro du côté des États-Unis. Donc parfois des belles ouvertures pour les jeunes, mais il faut, encore une fois, j'en reviens à ce point-là, il faut que ces académies-là aient le pouvoir de ces ambitions. Donc, monétairement, il faut soit un support ou encore faut que les grands clubs investissent pour que ces petites académies-là aient quelque chose à fournir aux grands clubs. Là. Ben, on prend l'exemple de Ottawa Fury que Atlético Madrid a décidé d'investir. Donc, dans le CPL. Donc, on voit ça, c'est un exemple clair. Puis, dans le passé, puis si nous, on fait pas le travail, les autres vont venir le faire pour nous. C'est donc, sûr. On voit FC Barcelone à Montréal qui était venu, mais qui ont fait faillite pendant la pandémie, qui ont pris ça comme excuse, qui ont fait faillite pendant la pandémie. Mais les coûts qu'ils chargeaient aux jeunes pendant toutes ces années-là, qui les vendaient des rêves et puis rien n'est arrivé, aujourd'hui, on voit les conséquences. Parce que c'est des jeunes qui passent à travers le système, puis qu'on les vend des rêves, et puis qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rêves à vendre, et puis qui n'ont plus le goût non plus de continuer leur passion. Donc, il faut éviter ces genres de choses-là aussi. Puis l'autre côté, il faut donner la possibilité à des académies, puis des gens comme, je prends moi comme exemple, qui a vécu au Québec, puis qui connaît bien le foot au Québec. Moi, je veux donner une autre opportunité parce que c'est pas les équipes du Québec qui m'a permis d'arriver au niveau professionnel parce que j'ai jamais eu la chance vraiment de faire les équipes du Québec jusqu'à quand j'ai fait l'équipe nationale. Donc, je prends un exemple pour moi. Donc, notre développement peut se faire ailleurs. Au plus tard. Ouais, ailleurs. Puis au plus tard aussi dans notre carrière. Donc, c'est trouver sa niche, puis trouver le milieu qui va nous permettre de grandir, puis qui va nous permettre d'atteindre le niveau qu'on veut atteindre. Mathieu nous demande si l'Académie du PSG est encore active au Québec. Je savais même pas que le PSG... Très bonne question, Mathieu. L'Académie du PSG n'est plus active vraiment au Québec. Je pense que c'est d'autres académies qui sont venues. Le club de Villarreal qui a pris la relève. Le club de Villarreal est à Montréal en ce moment. Il y a, comme je dis, Atlético Madrid qui est à Ottawa. Et puis, il y a aussi le PAOK Olympiakos qui est à Montréal aussi.
dans la région de Laval. Donc, il y a quelques académies. Puis il y avait beaucoup de rumeurs que la CPL à Québec pourrait être menée par l'Olympique lyonnais. Ça se pourrait, ça aussi, mais j'ai pas de détails, là, mais j'ai pas trop de détails non plus là-dessus, mais ouais, ben, comme je te dis, si c'est pas nous qui fait le travail, ça va être des gens à l'extérieur qui vont venir faire le travail. C'est ça. Et eux, ils vont ramasser, c'est ça. Eux autres, ils vont ramasser les bénéfices. Donc, on est aussi bien d'avoir nos académies à nous autres, puis former nos jeunes, puis nous autres les vendre après à l'étranger. Définitivement. Mais puis il faudrait que la fédération un jour commence à ouvrir un peu l'idée d'accepter les académies dans leur développement, puis dans la structure football québécoise. Parce qu'en Europe, il y en a, ça existe. Ça existe. En Europe, les clubs professionnels font affaire avec des académies privées. Parce que eux, ils n'ont pas tout le temps le temps, puis ils n'ont pas tout le temps les gens selon la structure, comment qu'elle est construite. Je pense pas qu'un Real Madrid se concentre trop à développer le plus de joueurs possible. Parce qu'on regarde l'équipe première, il achète plus qu'il en développe, qui vient de son club. On prend un exemple, vous comprenez? Ouais. Mais Ajax, par exemple, qui en développe le plus, puis qui arrive à leur équipe première, c'est formidable à regarder parce que c'est beaucoup de clubs, c'est ça qu'ils font. Oui, c'est ça. Je pense que c'est l'avenir. Ouais. L'avenir, c'est l'avenir. C'est l'avenir. L'avenir, elle est là. Puis, il faut permettre à ce que les clubs financièrement restent en vie. Puis, pour qu'on puisse. C'est pour ça que les grands clubs comme Paris Saint-Germain, les FC Barcelone, donnent des licences à un peu monsieur, madame et tout, pour permettre à ce qu'ils ramassent des fonds le plus possible. Donc, c'est une business, il ne faut pas se le cacher, c'est une business. En même temps, il faut permettre à ce que les jeunes puissent se développer puis avoir un moyen de réussite. Exactement, parce que plus qu'il va y avoir d'académie, moins qu'on va laisser de jeunes filer dans le système. Bien qu'on va les joueurs filer dans le système, parce que il y a trop de joueurs qui passent à travers le système. Et on regarde le football féminin aujourd'hui qui est en plein développement. On voit que la FIFA qui a annoncé le développement que les salaires égaux avec femmes et hommes. Donc, on voit que nous, de notre côté, il y a des joueuses exceptionnelles au Québec, mais je pense qu'on devrait commencer à vraiment à se concentrer aussi à ce que le football féminin se développe rapidement aussi. Je pense que oui, c'est sûr. Ouais. Et on en parle très peu au Québec. Hein? On en parle très peu du football féminin. On en parle seulement quand la Coupe du Monde va arriver bientôt, puis on parle de Christine Sinclair, mais écoute, bravo à Christine Sinclair, mais moi, je veux voir d'autres jeunes arriver et puis les voir performer. Puis ces gens-là. Voilà, exactement. Donc, regarde au Québec, mais quand je suis arrivé dans la région, on m'a beaucoup parlé de Loriviel, mais qu'est-ce qui fait que une Loriviel n'a pas eu cette flamme de vouloir aller à l'autre niveau? Qu'est-ce qui a empêché Loriviel? Je serais très intrigué à savoir tout ça. Mais écoute, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde, mais il y en a qui ont le talent, mais qui ne connaissent pas non plus. Non, c'est il y en a aussi, mais le fait que on n'a peut-être pas on a peut-être même pas eu une chance de leur donner une chance de performer. C'est ça, ils ne voient pas nécessairement le projet. Voilà. C'est un problème. Tout est dans la culture. Puis tu parlais de niveau de compétition. Nord-Est versus la Ligue Élite 2A à Montréal, puis une Ligue 2A dans Nord-Est, c'est complètement un autre niveau, hein. C'est deux choses complètement différentes. Deux choses complètement différentes. Et pourtant, on peut être à 2 heures puis à 4 heures de différence. Ouais. Puis on voit la différence du niveau footballistique. Fait qu'imaginez-vous les États-Unis avec le Canada. Non, c'est ça. Ils disent qu'on est 10 ans en arrière du football américain. Donc imaginez-vous, on est quand même avancé dans notre football. Ouais. Ouais. C'est ça. Puis ça n'a pas de sens. Faut réduire ce gap-là. Il faut réduire ce gap-là le plus possible. Ouais. On le voit très bien quand on va dans des tournois, par exemple, à Montréal, ou peu importe à travers le Québec. Souvent, les tournois de soccer vont se gagner par des formations montréalaises. Puis Gaspé a rarement une chance de se démarquer dans ces tournois-là, mais faut amener ces bassins-là à ce niveau-là.
Ça va peut-être Parce être des qu'ils- regroupements, on n'aura pas le choix à un moment donné, JF, mais c'est simple, parce qu'ils jouent. Les jeunes jouent. ouais, C'est simple. Les jeunes font juste jouer. Ils ont de la compétition. Donc, à force de jouer, puis de faire la compétition, puis de faire des tournois, puis dans la grande région à Montréal, ça je veux augmente pas, les... Laval, tout est proche, hein, quand même, assez. Donc, les jeunes ont la possibilité de jouer. Donc, C'est ça. ils vivent cette expérience-là. Donc, moi, quand je suis arrivé dans la région, ben, j'ai commencé à sortir nos jeunes de la région. Il faut sortir de notre zone de confort Pas le pour choix. voir des choses. Au hockey, ils le font. Pourquoi au soccer, on ne peut pas le faire? Exactement. Vous comprenez? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, mais des régions comme nous, la réalité, c'est que ben, la fédération puis le gouvernement doit être conscient qu'on était une région éloignée. C'est des grandes distances, mais il faut qu'il y ait un investissement qui se fait. Ben oui, parce que moi, j'ai déjà vu des équipes refuser de se présenter, par exemple, à Rivière-du-Loup en disant on fera pas 4 heures de char pour aller gagner 7-0, mais je pense que c'est pas ça qui va faire avancer le soccer. Non, c'est pas ça qui va faire avancer le soccer, puis c'est pas ça qui va faire avancer la culture du foot non plus. Parce que pour avoir cette attitude, ben il faut en quelque part en sorte avoir eu quelqu'un qui t'a appris à avoir ce genre d'attitude. Ben oui, c'est sûr. Donc, est-ce que c'est le bon développement? J'y crois pas non plus. Excellent. Hey, je pense que ça fait le tour pour ce soir. Un gros merci, Jeff. Et c'est moi qui te remercie, Arius. Et puis, passez une bonne soirée à tous les auditeurs. Et puis, encore une fois, la passion du foot nous habite. Et puis, un gros merci à JF. Et puis, JF, lâche pas. Merci, Arius. On garde ça proche. Bye bye. C'était donc Arius qui était là avec nous encore une fois ce soir. Donc, victoire insuffisante de l'Impact de Montréal hier. Je le rappelle, les académies, je pense que c'est la clé. Hein? Faut investir dans nos académies. Faut y croire surtout parce que je pense que c'est la voie de l'avenir. Programme de reconnaissance des clubs, clairement un pas dans la bonne direction pour le développement du soccer au Québec. Maintenant, il faut étendre les tentacules un peu partout et donner la latitude à tout le monde qu'il faut pour développer ce soccer-là au Québec. Mathieu qui nous remercie pour la discussion. Merci Mathieu d'avoir été là. Merci donc à tout le monde et on se retrouve demain pour un autre podcast à 20h. Bye bye. Bye bye, bonne soirée. Bonne soirée.